Voilà. Et donc, merci Kevin. Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous, puisque c'est vous qui nous faites l'honneur de prendre du temps ce soir pour passer du temps avec Noam. Donc, de manière très brève, pourquoi vous êtes là ce soir? Qu'est-ce qui fait que vous aviez décidé de consacrer du temps pour vous connecter à cette visioconférence? Et donc, ce que je vous propose, c'est pour celles et ceux qui maîtrisent Zoom, d'appuyer sur le petit icône qui vous permet de prendre la parole, mais vous êtes encore relativement peu nombreux, donc on peut aussi le faire de manière assez informelle. Voilà. Donc allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. On a 10 petites minutes là pour prendre vos questions. Vous pouvez le faire par écrit aussi, hein, tout à fait. Merci, Colline. Vous pouvez également le faire par écrit. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Ne soyez pas timide, hein, ou- Il dit curiosité et par envie d'apprendre. C'est une très bonne raison d'être là. Ouais, je peux prendre la parole ou pas? Oui. Vas-y, les Oui, relais. bonjour, bonsoir à tous d'avoir Yarsal. Moi, je suis là ce soir parce qu'en fait, j'ai une expérience en fait politique où je me suis présenté à plusieurs élections. Je suis actuellement conseiller municipal d'opposition, etc. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de déceptions hein, par rapport avec des personnes avec qui j'ai mené pas mal de combats. Et quand on est arrivé en fait au sein d'une majorité municipale, j'ai vu que ces gens-là, en fait, avaient changé et étaient inhibés. Donc, moi, je voulais savoir si c'était qu'un cas isolé, voilà, une expérience personnelle qui se duplique pas, en fait, sur d'autres territoires, si c'est systémique ou si c'est juste le fait d'être un cas isolé. Voilà. Alors, merci Dawari. Je reformule pour qu'on soit bien clair. Ah oui, alors par contre, je vais vous demander une petite règle. Si vous prenez la parole, je vais demander une alternance homme-femme, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour éviter que les hommes ne, ne prennent trop de place dans la discussion. Et d'ailleurs, dans la partie questions-réponses tout à l'heure, on respectera cette règle-là également. Une alternance femme-homme dans la prise de parole des questions. Et donc, la question d'Awari, que je la reformule, c'est finalement, est-ce que le changement de comportement de personnes qui deviennent élues résulte de trajectoire personnelle ou est-ce que ça peut s'expliquer de manière, comment dire, systémique? C'est bien ça, Dawari, ta question? Ouais. Ok. Merci Dawari pour ta question. Est-ce que nous avons une femme qui souhaite poser une question ou simplement dire pourquoi est-ce que, elle est présente ce soir avec nous? Bonsoir, bonsoir, c'est Monique. Moi, je suis à Rio de Janeiro, au Brésil. Euh, je connais un petit peu les travails de certaines personnes qui sont là, qui organisent, et je ne connais pas du tout les travaux de Noam. Et moi, je m'intéresse sur ces sujets, c'est dans mes questionnements. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Soufiane, je vois que tu as... Merci Monique. Soufiane, je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu es là ce soir? Qu'est-ce qui t'intéresse par rapport au thème de la discussion et des travaux de Noam, de ce que tu as pu en voir? Oui, bonsoir à tous. À part le fait de vous aimer et du coup je suis là, non, plus sérieusement, je suis un peu dans le même sens que ce qu'ils ont dit les deux collègues avant, mais je voulais savoir dans le monde, est-ce qu'on a les mêmes problématiques qu'il peut y avoir, les mêmes problématiques, et je m'intéresse un peu plus aux travaux de recherche de Noam que je connaissais absolument pas avant. Voilà. Merci beaucoup, Soufiane. Alors, je tiens à dire, je parle vite. Ce qui, je viens de voir je viens de voir que Nathalie a levé la main. Nathalie, vous allez pouvoir prendre la parole dans 5 secondes. Moi, je parle très vite, ce qui ne rend pas facile la tâche de Tara pour traduire. Donc, de la même manière, lorsque vous prenez la parole pour poser des questions ou dire pourquoi vous êtes là, n'hésitez pas à articuler et à parler lentement pour que Tara puisse traduire. Nathalie, bonjour. Vous avez levé la main, si je ne dis pas de bêtises. On ne vous entend pas, vous êtes en muet.
Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai fait une thèse sur l'engagement politique des descendants de l'immigration dans les années 90 et 2000. On parlait à ce moment-là du militantisme de cité. Et ensuite, j'ai fait un postdoctorat aux États-Unis sur des questions de conséquences politiques de la pauvreté. Donc, j'étais au Political Science Department et à JS avec un certain nombre de personnes qui participent à l'APSA aux États-Unis. Et je suis très intéressée sur toutes les questions de problématiques de conséquences politiques de la non-participation des personnes qu'on appelle euh, low resources, c'est-à-dire démunies, et comment le fait qu'il y ait des grandes inégalités politiques qui résultent des inégalités socio-économiques, de genre, etc., fait que on a un paysage politique marqué par une forte polarisation. Euh, donc, j'ai lu un des articles de Noam sur le vote de white working class pendant les présidentielles de 2016, qui ont permis la victoire de Trump. Et j'ai un certain nombre de questions à poser à Noam sur ce travail et peut-être mettre en perspective comment ça résonne en France aujourd'hui, c'est-à-dire avec toute la dimension de modification de la protection sociale en France, qui prend une proportion aujourd'hui assez conservatrice et qui est, à mon sens, directement le résultat de ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce qu'on a appelé la racialisation du welfare. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Et je vais prendre. Alors, j'ai vu qu'il y a 3 personnes qui lèvent la main. Euh, je vous propose de prendre rapidement vos 3 dernières questions ou remarques. euh, où il y aura un autre temps, vous inquiétez pas, hein, où il y aura un autre moment pour pouvoir faire des questions-réponses. On prend 3 dernières questions et remarques et puis ensuite on rentre dans la présentation si vous le voulez bien. Donc, Emre, je vois que tu as levé la main. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation, Sophie Kitara. Je suis là parce que je m'intéresse au sujet, mais surtout d'un point de vue académique. J'ai fait beaucoup de... Enfin, je suis étudiant, donc je regarde un peu pas mal les travaux sur le sujet. Il y en a pas mal, mais je veux voir si aujourd'hui, on peut avoir une valeur ajoutée, un peu plus d'éléments académiques sur le sujet de la démocratisation de la politique, c'est-à-dire pas forcément occidentalo-centré, mais de voir s'il y a vraiment d'autres travaux qui traitent le sujet et qui seront là pour apporter un regard neuf sur la question. Merci beaucoup. Merci, Emre. Et il y avait 2 autres personnes. Non, il n'y a plus qu'une seule main levée. Il n'y a plus qu'une seule main levée, si je ne dis pas de bêtises. C'est celle de Bernard. Je vais déroger à ma règle d'alternance femmes-hommes pour qu'on puisse traiter cette question, cette remarque. Et puis, nous rentrons dans la présentation. Merci, Bernard, vous pouvez y aller. merci beaucoup. Déjà, c'est la nécessité de réfléchir, de discuter. On est un peu dans une impasse, clairement. Moi, je suis militant associatif sur Marseille. Donc, de vraies questions autour de l'articulation entre à la fois l'engagement citoyen, les partis politiques, les élus, la question des pouvoirs et des contre-pouvoirs aussi, la question de la démocratie représentative, de la démocratie sociale. On sort d'un long mouvement social autour des retraites. Et manifestement, aucun exécutif n'entend cette voix-là, la voix de la rue. Évidemment, je suis convaincu qu'on est dans une phase d'un recul social
féroce, hein. Et je me pose la question évidemment de l'incidence sur l'intérêt même du coup de la question politique, hein, au-delà des critiques que l'on peut formuler ou pas vis-à-vis de ce qu'on appelle souvent une classe politique, le désintérêt, voire la sidération, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'on va dans le mur et qu'en même temps, on ne sait plus très bien comment faire. La question du contrôle, l'exercice du contrôle démocratique, hein, aussi la question de la capacité de coécrire, de coélaborer sur des politiques publiques, quelle que soit l'échelle d'ailleurs de ces politiques publiques. Voilà, pour faire court, on est deux, puis on sera bientôt trois autour de l'écran. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui se connectent. On a profité là des 10-15 minutes pour pouvoir prendre des questions de la part de quelques personnes afin de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont là aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Donc je vous remercie. Je rappelle que cet entretien va être mené en anglais. Donc là, je suis en français, je vais bientôt passer à l'anglais. Pour les personnes qui le souhaitent, vous cliquez sur le bouton interprétation. Enfin, je l'ai en anglais, moi, c'est le petit globe qui est en bas. Et là, vous aurez le droit à une traduction de l'anglais vers le français. Voilà, donc là, je suis en français, mais je vais bientôt passer à l'anglais. Donc ça, c'est la première règle. Et donc, voici comment va se dérouler notre discussion dans l'heure et quart qui reste. Dans un premier temps, on va rapidement vous parler du projet Démocratiser la politique. Ça permettra déjà de répondre à certaines des questions. Ça va durer 5 minutes à peu près. C'est Kevin qui va prendre la main en français à ma suite. Donc restez pour l'instant ici, c'est en français. Et à la suite de ça, donc dans à peu près 5-6 minutes, je passerai sur l'entretien avec Noam. Donc on aura à peu près, je dis bien à peu près 20-25 minutes d'échange avec Noam, on va voir, pour mieux connaître ses travaux. Et à partir de là, on rentrera dans une deuxième phase de questions et réponses de la part de Noam. Voilà, j'ai plus rien à dire pour le moment. Kevin, je te passe la main pour présenter rapidement Démocratiser la politique en français. Et ensuite, nous passerons sur l'entretien en anglais. Et donc, je rappelle d'aller cliquer sur le lien interprétation lorsque je reprendrai la parole tout à l'heure pour interviewer Noam. Kevin, c'est à toi. Merci à Topi. Tout le monde m'entend bien et tout le monde voit mon partage d'écran avec écrit bienvenue au lancement. Vous voyez? Oui, merci. Voilà, Kevin, hein. Euh, Bienvenue tout le monde du coup. Bienvenue au lancement des webinaires du projet Démocratiser la politique. C'est le premier webinaire qu'on fait avec Noam Lupu. And thank you Noam for coming with us. C'est le premier et on l'espère pas le dernier. On espère que pendant un an, on va pouvoir tous les mois vous proposer une nouvelle session de ce webinaire pour découvrir les travaux de chercheurs et chercheuses, mais aussi de militants et de militantes. On a ici d'ailleurs dans la salle, d'après ce que je connais de vous et de ce que j'ai lu de vos commentaires dans la discussion, et des militants et militantes et des chercheurs et des chercheuses. Notre objectif dans ces webinaires, c'est de faire dialoguer justement ces deux espaces pour résoudre une question importante. Aujourd'hui, la question importante qu'on va essayer de résoudre, c'est de savoir qu'est-ce que cela changerait si nous avions des élus qui nous représentent réellement. Le travail de Noam porte là-dessus, et Tofik va le présenter tout à l'heure, et on espère que cette discussion, qui est une discussion intrigante, va pouvoir avancer grâce aux apports des travaux de Noam. Voilà le constat qu'on a fait avec mes collègues Taufik et Tara ici présents, qui coordonnent avec moi ce projet. J'ai oublié de le rappeler, je suis moi-même militant et sociologue. On a fait ce constat assez terrible à la suite de mouvements sociaux des quartiers populaires ou des territoires ruraux, notamment on se souvient des Gilets jaunes, que les politiques aujourd'hui ne nous représentent pas. Seulement 5,4% de catégories populaires sont élues à l'Assemblée nationale, si on entend les catégories populaires comme étant des employés et des ouvriers. C'est un chiffre qui est en chute libre depuis une quarantaine d'années, qui avait même atteint le 0% à la dernière mandature de l'Assemblée nationale française. Et puis évidemment, ça a des conséquences, tout ça, il n'y a pas de corrélation unique et directe, mais on sait que l'absence de représentation des classes populaires, c'est l'un des facteurs qui fait que aujourd'hui, massivement, les classes populaires s'abstiennent. Et en avril 2002, par exemple, 33% des ouvriers n'étaient pas allés voter contre 26% dans l'ensemble de la population. Et puis, ça participe à un sentiment général du fait que les politiques ne nous représentent pas. Et 74% des Français considèrent ainsi que les politiques sont déconnectés. On a donc affaire à une crise démocratique très importante. On constate que le fonctionnement des partis politiques et des institutions aggrave la crise démocratique, puisque à partir du témoignage des mouvements de classe populaire, on se rend compte que bien souvent, les institutions politiques peinent à intégrer, voire évincent les classes populaires de la vie politique, de l'engagement.
Notre conviction, celle qu'on a et celle pourquoi on a monté ce projet, c'est que ce n'est pas, comme on l'entend souvent aux partis politiques, de reconquérir les classes populaires, mais peut-être que c'est l'inverse, que c'est aux classes populaires de se réintégrer à la vie politique, de mener un combat pour cela et aux partis politiques de les accueillir dans le cadre d'une coopération démocratique. On imagine qu'en faisant ça et en montant ce projet, on peut aboutir à un paysage politique renouvelé grâce à ce qu'on appelle la parité sociale, c'est-à-dire des conditions qui feraient que nos élus nous représenteraient à nouveau sociologiquement parlant. Ça nous permettrait de changer le regard qu'on pose sur la vie politique. Pour ça, on a monté ce projet, Démocratiser la politique, avec une méthode très inédite qui s'appuie sur trois choses. La première chose, c'est enquêter à la fois à partir de données sociodémographiques sur les élus et les candidats en France depuis 20 ans, mais aussi à partir d'ateliers menés avec des personnes concernées, des militants et des militantes de classes populaires, de territoires ruraux et urbains, qui partagent leur expérience depuis 6 mois maintenant et qui sont en train d'analyser pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation. Et puis ensuite, c'est évidemment produire à partir de cette enquête une mobilisation pour cette parité sociale, faire en sorte de plaider publiquement, avec vous, on l'espère, pour obtenir des mesures de transformation profonde du paysage politique. Et enfin, c'est de faire coalition avec les personnes qui sont ici présentes, avec des alliés au sein du champ politique, avec des personnes issues du monde associatif, dont certains et certaines sont présentes ici, et faire en sorte qu'on puisse porter ce combat-là en commun, d'où qu'on vienne. Si on va vous le rappeler à la fin de cette session, mais ces webinaires, ils sont destinés à être une invitation envers vous pour peut-être partager une vision de ce projet, partager des objectifs de mobilisation ensemble. Et on vous proposera évidemment à la fin et dans les mois suivants de devenir acteur et actrice de ce projet. Premièrement, en participant au financement de ce projet, qui aujourd'hui est financé notamment par des donateurs et donatrices individuels, mais aussi par la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Multitude, la Fondation France Liberté et la Fondation du Crédit Coopératif, qu'on remercie vivement. Et aujourd'hui, on cherche encore à lever des fonds pour embaucher une équipe de recherche, mais aussi rémunérer les participants à nos ateliers et préparer la mobilisation. On vous propose de vous relier à nous et à cette coalition qu'on veut créer en suivant des informations et en les relayant, en utilisant votre influence pour mobiliser et diffuser les futurs résultats qui seront publiés l'année prochaine, en 2024, à travers 2 grands rapports de recherche qu'on aura l'occasion de vous présenter. Et puis enfin, évidemment, en participant à ces webinaires, qui sont non seulement un espace pour découvrir les travaux de chercheurs et de chercheuses, de militants et de militantes, mais aussi pour construire ensemble, par notre dialogue, une réflexion commune. Voilà pour ce projet, Démocratiser la politique. On est très heureux de vous présenter. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille à le lancer, à le financer, à créer des liens avec des personnes. On a rencontré plus de 200 personnes, des partenaires, des personnes concernées pour monter ce projet. Aujourd'hui, c'est ce premier webinaire, c'est une discussion avec Noam Loukou. Et je vais laisser Tofik, du coup, présenter Noam, son travail et lui donner la parole. Merci Kevin. Et donc, avant de commencer, donc, je vous invite, pour les personnes qui souhaitent suivre la conversation entièrement en français, à cliquer sur le bouton Interprétation, qui est le globe, voilà, qui est en bas, afin de pouvoir bénéficier de la traduction en simultané de Tara, qui coordonne avec Kevin et moi Démocratiser la politique. Donc, nous passons en anglais. Noam, hello, good morning for you. Merci, Noam. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Alors, au début de la session, on a commencé avec des questions des gens qui participaient à la conférence, qui participent. Certaines des questions te sont très familières. Avant qu'on entre dans le fond du sujet, j'aimerais te présenter. Désolée si je fais quelques erreurs, mais je vais être bref. Donc, depuis que j'ai découvert ton travail, honnêtement, c'est pas pour te flatter du tout, mais je n'ai pas vu, j'ai pas vu beaucoup de chercheurs qui ont été aussi profondément sur les sujets de classe et des inégalités, de l'inégalité de représentation dans les partis, etc. Ta concentration, enfin, tu te concentres sur, à moins que je me trompe, sur l'Amérique latine. Peut-être
qu'on peut commencer avec une question qu'on n'avait pas prévue, mais bon, ce qui s'est passé en Argentine, que tu connais bien, la semaine dernière, il y avait l'élection d'un nouveau président. Peut-être que tu peux nous donner ton opinion sur ce qui s'est passé là-bas, étant donné le vote de classe. Je voudrais juste commencer par vous remercier d'avoir organisé ceci. Merci pour l'invitation. Donc, l'élection en Argentine, de mon point de vue, c'est un vote anti-establishment, principalement, contre l'élite. Je pense que les gens savent que le président qui a été élu est un libertaire de droite qui est un outsider politique, qui n'a pas d'historique des partis, qui était membre du Congrès, mais très brièvement. Avant ça, c'était une personnalité de la télévision. Et c'était plutôt un économiste de base. Il y a une inflation de 140%, ça fait 10 ans. Donc, il y a un sentiment que ni le gouvernement, ni l'opposition de base voilà, ne pouvaient résoudre la question. Et donc, ils se sont tournés vers ce candidat. Il est libertaire, de droite, il veut couper les contributions sociales, la dépense publique, mais il a eu beaucoup de soutien de la part de votes de classe populaire. Et je pense que c'est quelque chose dont on peut parler, mais il y a un sentiment que le gouvernement ne fonctionne pas et ne marche pas pour pour les classes populaires. Et je pense que les électeurs et électrices ont voté pour quelqu'un qui était en dehors de tout ça. Après, il s'avère que c'est quelqu'un qui pourra couper ce qu'ils reçoivent de la part du gouvernement, mais il pense peut-être qu'il pourra résoudre les plus gros sujets économiques pour eux, l'inflation, la croissance économique, etc. Donc, il y a une promesse dans le côté anti-establishment, dans ce potentiel. Évidemment, c'est un peu surprenant quand on se positionne de la gauche. Merci. Je t'ai découvert à travers des articles que tu as écrits. Tu as énormément publié. Évidemment, je n'ai pas tout lu. Mais j'étais très impressionnée par un des papiers que tu as publié qui explique globalement pendant des décennies, quand on a essayé d'analyser le comportement de parlementaires en fonction de leur classe sociale, quand on regardait les différences des votes en fonction des classes, c'était pas très perceptible. Et en fait, tu as changé la manière d'analyser les choses. Tu as décidé de regarder, au lieu de regarder leur vote, tu as regardé quelles étaient leurs propositions de loi et comment est-ce que ces propositions de loi étaient différentes
de la répartition des partis, par exemple. Donc, oui, il y a quelques décennies en sociologie, en sciences politiques, quand on retourne aux années 50, aux années 60, il y avait un intérêt fort sur envers la classe des politiques. Et il y avait de la recherche pour voir comment les différents politiciens se comportaient. Et on essayait de voir quel était le lien avec leur origine sociale. Et cette recherche, pour la majorité, ne trouvait pas en fait de différence notable dans ce que eux ils regardaient. Ils ne trouvaient pas de différence selon les classes sociales. Du coup, en sciences politiques, en fait, ça n'a plus vraiment été un sujet de recherche jusqu'à ce que mon collaborateur à Duke et moi avons commencé à travailler sur ce sujet dans les années 2010. Nous, la critique qu'on fait, c'est qu'on pense que on pense que la classe compte pas tant quand une proposition de loi est déjà sur la table, qu'il y a des débats, que les partis se sont déjà positionnés, etc. Là, les membres du Parlement ont tendance à voter avec leur parti. C'est plutôt classique dans la plupart des pays, peut-être moins aux États-Unis, mais même aux États-Unis, on a tendance à voir ça. On pense que il y a des raisons de croire que l'origine sociale compte, mais c'est pas tant au moment où il y a déjà des débats parlementaires, parce que là, on est vraiment sur des questions de parti. On pense que ça compte en matière de créer l'agenda politique. Il y a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'ont les parlementaires quand il s'agit de savoir quelle proposition de loi on va formuler déjà. Comment aussi est-ce qu'on va écrire la loi? Quels sont les sujets qui vont entrer dans la conversation politique, dans le débat politique? Et on pense que c'est là que la classe compte. Et on a étudié ça en Amérique latine, en Argentine en particulier, et on a trouvé, maintenant quand on regarde les données des années 2000, que les politiciens, politiciennes de classe populaire ont une autre vision des questions économiques des autres et font d'autres propositions de loi. Et ça ne se voit pas si on ne regarde que leur vote. Si on regarde que leur vote, ça vient confirmer la recherche qui précède. Mais si on regarde à un moment plus tôt, c'est-à-dire au moment de la conception des propositions de loi, on voit une différence. Donc la classe compte non pas quand les lois sont votées, mais avant. Donc deux questions. Une qui vient de la salle, de gauche à droite. Quelles sont les différences dans la manière dont l'origine sociale impacte l'émergence de propositions de loi? Et deux personnes ont mentionné que lorsqu'ils ont commencé en politique, dans les campagnes, ils étaient avec des personnes et qu'une fois en fait élus, des personnes de classe populaire ont changé leur comportement. Donc ma seconde question serait, est-ce qu'on peut avoir une approche globale, mondiale, sur comment la classe compte, mais aussi comment les partis politiques changent la manière dont les gens se comportent selon leur classe? Il y a beaucoup là-dedans. Donc, sur le premier sujet,
Les politiques de classe populaire ont tendance à proposer des lois qui sont plus de gauche, de ce qu'on dirait de gauche, pro-redistribution, pro-travailleur, donc sur le droit du travail, etc. Et je pense, si je me souviens bien, dans l'analyse qu'on a fait, quand on a regardé l'activité parlementaire, ils ont passé en Argentine 800 propositions de loi. Et si nos estimations sont correctes, 100 auraient été plus à gauche si la population parlementaire avait ressemblé plus à la population générale. Donc, si on avait autant de membres du Parlement, du Congrès en Argentine d'origine sociale modeste, si on en avait autant que ce qu'il y a dans la population générale, alors on aurait eu 100 propositions de loi plus à gauche économiquement parlant. Donc, il y a un gros biais dans l'offre politique qu'on finit par avoir du fait de la non-présence de parlementaires de classe populaire. Donc là, on parle de questions économiques. On ne parle pas d'autres questions qui sont, par exemple, liées aux droits des personnes LGBTQ. Si on se concentre que sur les questions économiques, tu dis qu'il y a un biais. Est-ce qu'on peut dire, sur la base de vos recherches, Sorry, on a quelqu'un qui est connecté. Il faut que quelqu'un coupe son micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sorry, Noam. So, you said that so there is a bias, and donc tu dis qu'il y a un biais. Est-ce qu'on peut dire que sur les questions économiques, sur la base de ta recherche, les parlementaires de droite de classe populaire sont plus proches finalement de leurs collègues de gauche, qui sont même d'autres classes? Oui. Oui, tout le monde qui est de classe populaire, évidemment en moyenne, hein, avec des variations, mais les politiques de classe populaire vont être plus à gauche, économiquement parlant, même si ils sont plus à droite en termes de parti. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, on peut appliquer cette analyse dans ce qui est conception des propositions de loi, puisque tu as expliqué que une fois qu'il y a un débat parlementaire, etc., en fait, le jeu des partis uniformise finalement le vote en termes de classe. Donc, ce que je comprends, c'est que les politiciens et politiciennes de classe populaire qui sont à droite changent finalement leur vote parce que leur comportement est influencé par leur père, par la vie du parti. Est-ce que j'ai raison? Oui, je pense que c'est ça. Je ne sais pas à quel point ils changent d'une étape à l'autre, mais s'il y avait plus de personnes de classe populaire dans le parti de droite, alors on verrait plus de propositions économiques dites de gauche qui émanent de ce parti de droite. Donc, les politiciens, politiciennes de classe populaire de droite, s'il y en a plus dans un parti, dans leur parti, vont de toute façon
bouger un petit peu vers la gauche les politiques économiques du parti. Donc c'est ce qui t'amène à dire que la classe sociale compte en politique et que la représentation inégale en politique au niveau social, on doit travailler dessus, c'est un sujet. Donc, on va retourner à la seconde question. Est-ce qu'on peut étendre cette analyse? As-tu vu des papiers, de la recherche, de la donnée qui peut nous mener à penser que au-delà de l'Amérique latine, ça se vérifie dans d'autres parties du monde? Donc oui, Nick, mon collaborateur, a trouvé la même chose aux États-Unis. Et ce travail qu'on a fait, il a été publié entre 2013 et 2015. Maintenant, il y a beaucoup plus de recherches qui montrent ça dans pas mal de pays à travers le monde, même en Europe. Une autre manière dont ça se manifeste, il y a du travail intéressant qui se passe sur l'Espagne. C'est au niveau aussi exécutif, par exemple, au niveau des maires, les maires qui viennent de classes populaires priorisent quand ils, quand ils peuvent décider des priorités, des dépenses à leur niveau. Quand ils sont de classe populaire, ils vont prioriser la dépense publique pour les politiques sociales que celles et ceux qui sont cadres et qui vont avoir tendance à prioriser qui vont prioriser l'infrastructure ou le fait de couper la dépense publique. On a une question intéressante dans le chat. Deux personnes ont posé la même question dans le chat. Est-ce que, du coup, à gauche, est-ce que si les gens viennent de classes aisées, ils ont plus tendance à voter, à proposer des lois économiquement de droite? Oui, absolument. On a étudié ça. Au niveau national, on a regardé, le monde entier, on a regardé les niveaux nationaux. Et oui, donc les partis de gauche à travers le monde sont représentés principalement par des personnes qui ne sont pas de classe populaire. Donc les chiffres, 5,4% de représentation des classes populaires, pas populaires au Parlement, en fait, c'est pas inhabituel. La moyenne dans le monde, c'est 3%. Attends, donc on va s'arrêter là-dessus. Tu dis que d'habitude, dans le monde, en moyenne, nous, les Français, avec 5% de personnes de classe populaire au Parlement, on fait mieux que d'autres endroits dans le monde. On a regardé 103, je crois, ou 104, enfin, on a 103 pays dans cette recherche. Donc nous, comme d'habitude, les Français, on se plaint trop sur l'état de l'art de notre espace politique. Oui, le plus haut, c'est le Danemark avec 18%. Mais la moyenne est basse. Aux États-Unis, c'est quasi zéro la plupart du temps. Donc ouais, pour revenir à ta question, oui, bien sûr, si on avait des partis de gauche avec plus de personnes de classe populaire, alors bien sûr, on verrait la même tendance. La gauche proposerait des propositions de loi qui sont plus à gauche que ce qu'elles sont aujourd'hui. Merci. Il y a une autre question que j'avais. On parle, nous, de parité sociale en politique. Es-tu au courant de pays, n'importe où dans le monde,
qui ont appliqué la parité sociale pour des élections. Non, non, pas sur la base de la classe, non. Bien sûr, il y a la parité de genre dans pas mal de pays et des quotas qui ont à voir avec les questions ethniques, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'effort pour générer de la parité sociale. Est-ce que tu penses qu'il y a un cercle vicieux qui est que comme il n'y a pas assez de politiques de classe populaire, d'acteurs, actrices politiques de classe populaire, alors c'est difficile de forcer les institutions à mettre en place cette parité sociale? Est-ce que c'est une explication raisonnable? Ça en fait partie. Si tu regardes des niveaux moins élevés de l'exécutif, tu vas trouver plus de personnes de classe populaire qu'au niveau national. D'ailleurs, plus on descend, plus on voit de diversité sociale. Au niveau très local, par exemple, on a un pourcentage plus haut. Et ça, on peut en parler exactement pourquoi il y a plus de parité sociale au niveau local et ensuite il y a une déperdition dès qu'on monte dans les niveaux et qu'il n'y a pas d'avancée en fait à des postes au niveau national, par exemple, ça vaut la peine de regarder cette question. Il y a des acteurs et actrices de classe populaire, particuliers au niveau local. Avant qu'on ouvre la parole aux participants, vous pouvez continuer à le faire hein, dans le chat sans problème. J'ai une question. Les gens, alors, je dis quelque chose de très général, ok? Les gens ont tendance à évaluer les compétences des gens qui veulent aller en politique à partir de leur diplôme et de leur carrière professionnelle. Tu avais publié un papier qui s'appelait Est-ce que les électeurs et électrices n'aiment pas en fait les candidats et candidates de classe populaire? Et je crois que tu travaillais sur la performance, sur la perception de la performance des personnes au gouvernement. Non, tu as évalué la performance des personnes au gouvernement en fonction de leur diplôme et il n'y avait aucune différence. Donc, c'est une croyance qu'on a. Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que tu peux nous aider à avoir une ou deux idées puissantes qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi dans un gouvernement, au final, le diplôme ne compte pas? Juste pour clarifier, tu veux que je parle du biais qu'ont les personnes qui votent? Oui, c'est une étude qu'on a faite en Argentine, encore une fois, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. On a trouvé aucun, on a trouvé aucun biais contre les candidats et candidates de classe sociale. C'est souvent une explication qui est donnée que les gens, en fait, l'électorat ne vote pas pour les personnes de classe populaire. Et c'est pour dire, c'est pas une question de démocratie et de représentation, c'est juste que l'électorat veut des gens aisés euh, au gouvernement, veulent voter pour des gens aisés. Et c'est pas vrai.
en fait, les classes populaires, nous, ce qu'on a remarqué dans notre recherche, c'est que les personnes de classe populaire préféreraient voter pour des personnes qui sont issues de classe populaire. Les autres ont l'air de vraiment n'en avoir rien à faire, quoi, que les personnes soient de classe populaire ou pas. Il y a eu d'autres études depuis la nôtre qui ont montré des choses très similaires en Suisse et d'autres pays. Donc nous, on pense que c'est plus que quand on va voter, c'est qu'il n'y a juste pas d'option de classe populaire en fait au niveau national. Donc en réalité, il n'y a pas l'option. Est-ce que vous voulez le candidat ou la candidate de classe populaire ou l'autre? De toute façon, l'électorat a toujours comme choix 2 ou plus candidats et candidates qui viennent de milieux aisés. Donc c'est pour ça, en tout cas nous, on pense que c'est pour ça que qu'il y a une sous-représentation des personnes de classe populaire. Et il y a un problème d'offre en fait, et c'est pas l'électorat. Yes, of course. Je voudrais ajouter que je ne sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, clairement, et en Amérique latine, les, les personnalités politiques qui viennent de milieux aisés essayent de cacher euh, à quel point ils ou elles sont aisés. Les personnalités politiques ont tendance à se dépeindre plus classe populaire qu'elles ne le sont. Donc, on a eu des candidats à la présidentielle aux États-Unis qui parlaient d'être le fils de quelqu'un qui travaillait dans un moulin, John Edwards, par exemple. Donc, en fait, son père détenait une, une usine. Donc, mais lui, il disait, je suis le fils quand il se dépeignait comme étant fils d'un ouvrier de l'usine. Donc, les candidats et candidates ont tendance à minimiser leur affluence. Donc, si l'électorat voulait vraiment des riches, il n'y aurait pas cette tendance à se faire plus pauvre qu'on ne l'est. Donc, je pense que ce sont des personnes, c'est ça la raison pour laquelle certaines classes sociales vont en politique et d'autres non. Il y a des questions, donc je vais essayer d'en lire pour celles qui sont en français, avant qu'on aille dans questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour qu'on ait une meilleure compréhension de ton travail, ce sur quoi tu te concentres et pourquoi? Donc, on a compris que tu as fait des études qui montrent que les classes sociales comptent en politique. Quand on regarde qui élabore la loi et que, au moins en Amérique latine, selon ton travail, on voit que le vote des parlementaires de classe populaire change lorsqu'on est sur les votes, puisqu'il y a l'influence du parti. Tu nous as expliqué que finalement, les politiques de classe populaire de gauche et droite sont plus proches les uns des autres euh, et que les partis de droite étant plus voilà, peuplés de personnes. En fait, qu'en général, si les personnes sont de classe plus aisée, leurs propositions de loi vont être plus à droite économiquement parlant. Et tu dis aussi que la sous-représentation des classes populaires en politique n'a pas à voir avec le fait que l'électorat
notamment de classe populaire, ne veut pas de candidats de classe populaire, c'est plutôt que parce qu'il n'y a pas d'offre, en fait, parmi les candidats et candidates. Et ensuite, tu nous as parlé du pourcentage de personnes de classe populaire dans les parlements. Et tu nous as dit ce soir qu'en France, finalement, avec notre petit 5%, on est au-dessus de la moyenne. Donc, avant qu'on aille dans les questions, j'espère que j'ai bien résumé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on lise les questions et que les gens puissent parler? Non, c'est bon, on peut aller aux questions. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser votre question. Si vous voulez, vous pouvez lever la main. Vous pouvez poser la question en anglais si vous le souhaitez ou en français. Et Tara Let's see how we do that. I'm not sure we can. conduira de l'autre côté. As easily, but we do that. And remember, please, when you raise your hand, Rappelez-vous, quand vous levez la main, alternatively, women and men. j'aimerais entendre en alternance hommes et femmes. C'est important. Quand vous posez des questions, ne faites pas comme moi, posez des questions courtes, sinon c'est trop long et il n'y a pas assez d'espace pour que tout le monde puisse poser ses questions. Donc, je vais commencer avec... Il y a 3 mains levées, je vais commencer. Il y a une question intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes. Mais il y a une question en français de la part de Stéphanie qui demande est-ce que les classes sociales, les personnes de classe sociale, alors, est-ce que les classes populaires se décrivent moins classes populaires que ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles se voient comme étant moins pauvres qu'elles ne le sont? Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que ça compte dans la manière dont les gens votent? C'est une question difficile. C'est une question d'identité de classe sociale. Je pense qu'il y a beaucoup de variations à travers les pays sur comment les gens s'identifient ou non à leur classe sociale, au point où ils en feraient part dans un sondage ou en général, clairement aux États-Unis et en Europe, la majorité des personnes se décrivent comme étant de classe moyenne. Mais ce que nous, on voit au final, c'est que les gens qui ont des métiers de classe populaire, au sens de la classification économique, se comportent différemment que les gens qui ont des métiers plus de col blanc, de cadre, etc. Et ces deux groupes, et clairement le groupe classe populaire, préfère voir des candidats et candidates qui lui ressemblent et qui peuvent habiter les mêmes espaces qu'eux. Et ça, c'est vrai même s'ils ne se revendiquent pas de classe populaire. Mais de toute façon, c'est vrai en général. Les gens aiment les gens qui leur ressemblent. Donc, pour les gens qui écoutent en anglais, c'est pas couleur blanche, c'est les cols blancs. Juste because according to the way we understand English, we could understand couleur blanche. donc We are saying les Donc, cols Tofik blancs, we have the same préciser in French. pour ceux qui sont en train d'écouter en anglais et qui ne comprenaient pas forcément l'expression col blanc. Anne-Marie. Bonjour, désolée de mon retard. I'm sorry for my delay. I would like to ask you. Alors, j'aimerais
demandé, je ne suis pas formée en sciences politiques. Ma culture politique est assez faible. Ma question, j'essaie de me souvenir ce qui a été dit pendant l'époque grecque. La démocratie était possible quand les gens étaient vertueux, courageux, honnêtes. Donc ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous croyez que c'est possible de vivre une vraie démocratie quand on ne peut pas voir ce genre de caractéristiques, quand on regarde les comportements des politiques qui sont sans honneur, sans compassion, vraie compassion et envers les classes populaires et leurs besoins. Donc ma question, sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est possible quand il y a tellement de députés, de personnes qui sont censées représenter le peuple, mais qui en fait euh, se concentrent sur l'argent? Donc la vertu, l'honnêteté, le courage, le sens de la res publica, je pense que c'est perdu. Mais j'aimerais votre point de vue puisque vous êtes mieux formé dans cette discipline pour analyser la vie politique. J'ai beaucoup de doutes. Merci beaucoup Thank you. pour la question. Thank you, Anne-Marie. And Noam, just to give you a bit of context, of French context, last Pour te week, donner un peu de contexte, la semaine dernière, un membre du gouvernement a été jugé coupable et malgré cela, il n'a pas été condamné il n'a pas été condamné. Deux autres ministres, on a eu un ministre qui, oui, on a eu un ministre qui avait caché un compte en Suisse qui vient d'annoncer son retour en politique, donc c'est pour le contexte. Théo, you will be able to ask your question. Go ahead, please, Noam. Alors, c'est une grande question philosophique. Je peux dire deux choses. D'abord, je suis un optimiste, donc je crois qu'il y a des manières d'améliorer le fonctionnement démocratique. Je pense que cette conversation en fait partie. Et l'autre chose, c'est qu'il faut vivre dans la réalité. Donc, la démocratie peut être améliorée. Je ne sais pas si on peut avoir une démocratie parfaite, certainement pas au niveau de 80 000 personnes. C'était toujours, même en théorie, quelque chose qui était censé fonctionner au niveau local. Donc, on a scalé la démocratie d'un certain côté. Donc, une leçon qu'on peut garder d'Amérique latine, c'est que l'alternative est bien pire. Donc, la réponse courte, c'est qu'il y a des choses qu'on peut améliorer la situation et je suis d'accord que l'état de la démocratie à travers le monde, de toute façon générale, s'empire. Et je pense qu'il y a des raisons institutionnelles pour ça, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour l'améliorer. Et
crois toujours qu'il faut éviter les alternatives. Avant la question de Théo, as-tu une opinion sur la parité sociale en tant qu'outil pour améliorer, pour même réparer les problèmes de la démocratie que l'on voit à travers le monde? Oui, oui, absolument. Je pense, quelqu'un a dit, quelqu'un a parlé du travail qu'on qu'on a fait sur le soutien des classes populaires à Donald Trump. Bon, les États-Unis est toujours un cas particulier, mais nous, ce qu'on a vu, en tout cas en Europe, ce qu'on a vu, c'est que il y avait avant plus de personnes de classe populaire élues, notamment avec des partis de gauche, des partis de travailleurs, des partis socialistes. Et ça a baissé. Et ce déclin est corrélé, ça va de pair avec le fait que les personnes de classe populaire sont désillusionnées de la politique, que la démocratie ne fonctionne pas, que ça leur apporte rien. Et, et, et ce vote de classe populaire qu'on voit de la gauche à l'extrême droite fait partie, c'est une réponse à ce déclin. Donc, avoir plus de personnes de classe populaire en politique, ça va améliorer la situation. Ce n'est pas la solution à tout, mais ça va améliorer. Théo, tu peux poser ta question de manière concise pour qu'on écoute Nathalie. Merci d'avoir organisé ça. J'ai l'impression que le système électoral a en son sein cette inégalité sociale. Et qu'est-ce que tu penses d'utiliser le tirage au sort, en fait, pour la représentation sociale? C'est une très bonne question. Le livre que Nick et moi écrivons a à voir avec pourquoi est-ce que les personnes de classe populaire ne se portent pas candidats ou n'arrivent pas à être élus. Et je suis assez d'accord que les élections en fait partie, en fait. Le fait que les personnes qui veulent être élues doivent faire des campagnes, aller aux élections, donc y consacrer du temps. Ça, c'est par définition, ça exclut les personnes de classe populaire de la politique. Donc, il y a des efforts autour du tirage au sort, par exemple dans les jurys. Ça pourrait être un moyen d'aider la situation. Le problème, je pense, avec ce genre de système, c'est que on sait que d'avoir des politiques professionnelles fait partie d'une démocratie qui fonctionne, de ce qui fait fonctionner une démocratie. Par exemple, au Pérou, les parlementaires ne pouvaient faire qu'un seul mandat. Et ça a des conséquences inattendues. Alors, on aime bien l'idée qu'on ne puisse pas se représenter, puisqu'il y a l'idée que, en fait, une fois qu'ils sont au pouvoir, une fois qu'ils sont élus, après ils changent et ils deviennent élitistes et ils se déconnectent du terrain et ils répondent plus à l'électorat. Sauf que lorsqu'on ne les laisse pas se représenter, en fait, ils pensent à quel va être leur prochain boulot. Donc, au final, ils sont plus en train de représenter l'électorat parce que de toute façon, ils vont plus être élus, mais plutôt au service de leur prochain job, leur prochain secteur.
Donc, en fait, les politiques amateurs sont aussi un problème pour la démocratie. C'est aussi difficile pour le process démocratique en lui-même, parce que ça met du temps, ça ralentit les choses, ça met du temps d'apprendre comment fonctionne l'espace législatif. Mais bon, à Lisbonne, au Portugal, ils sont en train d'expérimenter euh, un espèce de conseil tiré au sort qui conseille du coup les élus locaux de la ville de Lisbonne. Donc, il y a des possibilités d'expérimentation. Il y a des discussions dans le chat sur le tirage au sort et notamment sur la question de la confiance que l'on donnerait à des personnes qui seraient tirées au sort. Il y a beaucoup de travaux sur ce sujet, mais moins sur l'électoral, plus sur le côté économique ou éducatif, par exemple. Les travaux de Michael Sandel, qui travaille sur la tyrannie de la méritocratie et qui élabore, voilà, qui parle du tirage au sort. Nathalie, est-ce que tu veux réagir à la question de la confiance, par exemple, qui peut-être serait limitée Je propose, avec le tirage au sort? je propose de revenir sur. Attendez, Nathalie, juste une seconde. Je voudrais juste 5 secondes, juste entendre Noam sur la question de la confiance accordée au tirage au sort. Et ensuite, je vous laisse la parole. Merci. So, Noam, do you want to react just on this question of trust? Donc, est-ce que tu peux réagir sur cette question de confiance par rapport au tirage au sort? Oui, je pense qu'il y a une question de légitimité. Il y a la recherche est assez partagée sur la question de la confiance. Donc, je pense on a de la donnée qui nous montre que, par exemple, les Américains font plus confiance aux jurés qu'aux juges. C'est difficile d'extrapoler et d'en tirer une espèce d'hypothèse sur le tirage au sort au niveau du Parlement. Ça me semble un peu extrême, par ailleurs. Et puis, il y aurait des tas d'implications pour, par exemple, les partis politiques, etc. Donc, je ne dis pas que c'est la solution. Je pense qu'il y a des expérimentations au niveau local qui sont prometteuses. En particulier, j'aime bien, comme je vous l'ai dit, ce conseil qui vraiment conseille. Donc, il y a des élus locaux, mais il y a un conseil de citoyens qui sont sélectionnés au hasard et qui ont vocation à conseiller ce conseil municipal. Je pense que c'est potentiellement utile. Après, c'est tout nouveau, on commence à l'expérimenter, donc voilà, à voir comment ça va fonctionner. Thank you, Noam. Nathalie, you can go ahead, please, and with a short question. D'accord. Alors moi, en fait, je voudrais simplement réagir très rapidement, enfin le plus rapidement possible, à ce qui a été dit sur deux Est-ce que points. Nathalie, est-ce que vous pensez que, parce que, Noam, I don't know if you hear the translation, otherwise, Nathalie, okay, go ahead in French and we will translate into English. Go ahead, please, Nathalie. Mais je peux parler en anglais, mais du coup, Ah oui, comme tu dis qu'il y avait beaucoup de Français, qu'est-ce qui est mieux? en fait, les personnes qui ne parlent pas anglais, elles sont dans une autre salle où elles entendent la traduction. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien pour elles. Donc là, vous pouvez y aller en anglais, Oui, Nathalie. ça va. D'accord. So, non, mais je vais y aller en français parce que du coup, j'ai pensé des choses en Ok, français. ok. Mais je vais aller doucement pour voilà. Voilà, je voudrais très rapidement réagir sur deux points.
de la discussion telle qu'elle ressort, en fait, discuter des distorsions entre, pour aller vite, représentants et représentés, ou dominants et dominés. C'est des choses qui s'ancrent dans les contextes des pays nord-atlantiques, du Sud, etc., avec bien évidemment des histoires politiques différentes. Le Sud, je pense à l'Argentine, le Chili, avec des pays qui ont connu pendant très longtemps le régime dictatorial, fasciste, et puis donc le régime démocratique tel qu'on connaît aux États-Unis et en Europe, euh, avec évidemment ces systèmes de vote différents aux États-Unis et en Europe, et dire l'importance du contexte dans la mesure où les barrières de la participation politique sont pas vues de la même manière aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, vous mettez beaucoup le focus sur les revenus et l'éducation, et puis la santé. En France, ça va être sur d'autres dimensions. Mais toujours est-il que moi, ce que je remarque est quelque chose qui se rapproche, c'est effectivement la part importante de la classe ouvrière, alors plus ou moins importante, puisque vous montrez dans votre article sur le vote pour Trump de la classe ouvrière blanche aux États-Unis, qu'en fait elle est assez faible, elle est de l'ordre de 30%. Mais vous inscrivez ça dans un contexte de montée pour le parti des Red States, des républicains, euh, et qui, pour vous, vous le temporalisez pendant la décennie 90. Et j'ai l'impression que c'est dans cette décennie 90 aux États-Unis qu'on voit avec ce qu'on a appelé, avec malheureusement ce qu'a fait Bill Clinton et le passage du welfare au workfare, qui, semble-t-il, a divisé la working class entre les whites d'un côté et les minorities de l'autre, parce que la question ethnique aux États-Unis est très importante, et la question du genre aussi. Et que ces questions, donc, distordent l'objectivité de la classe de la classe ouvrière. Second point. Concernant la parité sociale, alors il est vrai qu'en France, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a eu, donc après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, on a eu le Conseil national de la résistance, au sein duquel a été créé the Social Security, avec l'action d'un monsieur qui était ouvrier cheminot. Et Nathalie, Nathalie, je suis désolé. Vraiment, je vous demande de raccourcir la question, comme ça, Noam peut y répondre et on a 2 autres questions derrière. Mais je pense que c'est pas suffisant, que la parité sociale n'est pas suffisant, parce que il faut les deux choses en même temps. Faire de la formation éducative aux questions politiques via des programmes de formation et éducation intense, et ça c'est pas facile parce que on est dans une logique méritocratique de l'accès à l'éducation en France, et que voilà, pour moi, il faut la parité sociale, mais aussi permettre aux gens d'avoir des initiatives comme la Convention citoyenne pour le climat, très récemment organisée en France, qui a permis à des gens de proposer des décisions qui n'ont jamais été validées par le personnel politique en place. Ça s'arrête là. Merci Nathalie. Je sais que ça peut être frustrant de réduire ces questions, mais c'est important pour qu'on puisse poser. Noam, if you want, I can sum it up very quickly. So
what Nathalie says in the first part of his reaction, Donc, je résume. according to what she understood from your works, is that what we saw in the 90s in the US and Je the way résume. the votes of the white Donc, ce qu'on a vu, classes change, is that que le vote des classes populaires blanches a changé tended to dans les divide années 90 aux États-Unis, où la question raciale a divisé finalement euh, les, euh, les classes sociales. Comment est-ce qu'on y travaille? La deuxième chose, c'est que la parité sociale ne suffit pas et qu'on devrait aussi travailler sur la formation people on political questions politique. Et in donc, a way that it will overcome the de myth manière about qui nous permettrait de dépasser le mythe de la méritocratie et dont le système est géré aujourd'hui. Donc voilà les deux remarques et questions de Nathalie. Et on va écouter Vincent et Bernard. On va écouter Vincent et Bernard en même temps, comme ça tu pourras réagir. Merci, Nathalie. Je pense qu'on voit des schémas très semblables dans les années 90 aux États-Unis et ailleurs, dans d'autres pays riches, clairement en Allemagne, en Angleterre, des partis de centre-gauche, sous Blair, sous les Clinton. Bon, les partis de gauche vont plus proche du centre-gauche, certains diraient du centre-droit. Et les gens de classe populaire se sentent abandonnés par ces partis et abandonnent ces partis. Et vers les années 2000, on les voit soutenir l'extrême droite ou quelque chose d'autre à droite en tout cas. Donc, je pense que c'est très semblable. La dimension raciale aux États-Unis est toujours plus importante que elle l'est dans d'autres contextes, certains autres contextes. Mais je pense que cette explication du changement dans les partis de gauche explique beaucoup sur ce qui se passe aux États-Unis et comment on est arrivé à 30% de la classe populaire blanche qui vote pour Donald Trump. Et je dirais juste que ce n'était pas vrai pour les minorités aux États-Unis, mais ça l'est de plus en plus en 2020. Et là, dans ce qu'on projette en 2024, on projette que Trump aura plus de votes de Noirs et Latinos de classe populaire qu'avant. Donc il y a une reconvergence d'un certain côté de la classe populaire, mais à droite. Sur l'autre sujet, sur la parité sociale n'étant pas suffisante, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées dans la manière dont la démocratie pourrait fonctionner et qui rendrait la démocratie plus représentative en particulier. Je pense que si on peut faire ça, ce serait un énorme pas en avant déjà pour améliorer la représentativité des démocraties, mais je suis d'accord qu'il y a plein d'autres choses qu'on devrait essayer d'adresser aussi. Mais je ne les vois pas comme étant exclusives l'une de l'autre, je les vois comme étant complémentaires. Vincent, tu peux poser ta question et après on écoutera la question de Bernard. Donc les gars, s'il vous plaît, soyez brefs. Et j'ai Ok, noté. merci. Bonsoir, je vais être bref, hein. Je me demandais si vous aviez fait des recherches sur la représentation des couches populaires à d'autres époques. Je pensais à l'époque où les partis communistes, on en a parlé, faisaient des scores importants au sortir de la guerre. Combien d'ouvriers
il y a au Parlement français ou dans d'autres pays, où les partis communistes, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Et puis aussi à des moments d'intense mobilisation sociale. Je me rappelle la photo du premier mineur qui arrive au Parlement chilien, sous Allende, qui est connu, mais aussi à l'époque de la Commune de Paris, où là, on a des élections particulières de démocratie avec le salaire d'ouvrier, ou la Révolution russe, avec d'autres types d'institutions, de soldats, ouvriers ou de classes paysannes, de soldats, d'ouvriers. Là, il me semble qu'on a de la parité sociale et qu'est-ce que ça peut nous dire pour aujourd'hui? Voilà la question que j'avais. Merci. Merci Vincent. Noam, do you want me to rephrase the question or it is okay for you? Noam, did you hear correctly the question? Okay, great. Merci Vincent pour cette question très brève et très claire. Bernard? J'essaie de faire aussi bref, sans parler trop vite. Deux questions. Par rapport à votre approche, j'entends bien que des représentants des classes populaires pourraient et peuvent porter des politiques sociales favorables. Qu'est-ce qu'il en est, notamment des questions sur l'immigration et sur les questions que nous appelons, nous, sécuritaires, toujours plus de police, toujours plus de contrôle. Est-ce que le quartier populaire nous met à l'abri de ces questions-là ou pas? Je ne suis pas persuadé. Et la deuxième question, elle porte sur, à partir de l'expérience française, où on a un gouvernement qui tente de limiter le plus possible la capacité d'agir des associations, alors qu'on a un maillage associatif extrêmement important et des associations qui se positionnent comme politiques, sans être pour autant liées à un parti politique quelconque. Qu'est-ce qu'il en est dans d'autres pays et comment ça peut effectivement venir jouer dans une fonction de tiers, hein. La Révolution française, c'était aussi le tiers-État et on a un peu oublié ce côté-là. Merci. Merci Bernard. Question très claire. So let me sum them up. First question is, how was it before? I mean, do we have a long history of underrepresentation, and how do social movements change at some point the representation in politics? Pardon, la question est répétée. What about questions on immigration and security? And third question is, do we see in other countries, for instance, in the US, government trying to limit the ability of NGOs to work and shape politics? Yeah, all great questions. I think Super question. the first and the last, I think, are very much related. So La première et la seconde sont très liées. I think your impression that things used to be different. Donc, l'impression que les choses étaient différentes, au moins en Europe de l'Ouest, c'est vrai, il y a eu des périodes où il y avait beaucoup plus de personnes de classe populaire qui étaient en poste au niveau national. C'était quasiment entièrement lié aux partis de gauche, socialistes, communistes, des partis de travailleurs. Donc, très lié au mouvement syndical. Et ça, c'est le lien vers la question de Bernard. C'est le cas quand on regarde à travers le temps, quand il y a des moments où on a plus de parité sociale, ce sont des moments où les syndicats ou les mouvements sociaux des pauvres ont pas mal de pouvoir et ont des liens forts avec les partis. Donc, quand on retourne au parti travailliste en Angleterre, il y avait un certain nombre de candidats où c'était décidé en fait par les syndicats qui allaient être candidats. Il y avait ce genre de relation entre eux. Donc oui, il y a un déclin dans les pays riches de la société civile et en particulier des mouvements travailleurs qui sont plus faibles. Ça depuis plusieurs décennies. Et ça
un impact sur les trajectoires des personnes de classe populaire dans la politique électorale. Et du coup, dans les candidats qu'on finit par voir. Donc, je pense que oui, ça en fait partie. Donc, renforcer le mouvement social, renforcer les mouvements de travailleurs et d'autres mouvements de la société civile de classe populaire, oui, ça, auprès en particulier de candidats qui pourraient ensuite placer des gens en tant que candidats, oui. Ouais, c'était la première et la troisième question, et je crois que j'ai oublié celle du milieu. And the other question, do you hear me? Do you hear me? Okay, great. So the other question was, so L'autre we question, focused c'était, on, you on a focused parlé, on how left-wing and right-wing on a parlé de comment forces les, analyze les to parlementaires de droite on et de economic gauche se comportent pareil et plus à gauche sur les questions économiques quand ils sont de classe populaire. Qu'en est-il de la question de l'immigration et de la sécurité? Est-ce que ça se traduit? Donc, l'électorat de classe populaire a pas la même vision, c'est pas la même vision que leur vision de politique économique. Donc, si on voulait parler d'ouverture, si on voulait positionner sur l'échelle de l'ouverture, euh, on pourrait dire que les gens de classe populaire sont plutôt à gauche sur l'économie, plutôt à droite sur l'immigration. On n'a pas vu on n'a pas vraiment vu de différence sur les questions, sur ces questions-là d'immigration, quand on vient de classe populaire. Alors d'un autre côté, c'est un sujet qui est plus récent en Europe. Il y a moins de données historiques à traiter. Moi, comment je l'expliquerais, c'est que la plus grande différence entre les personnes de classe populaire et les personnes qui ne sont pas de classe populaire ont à voir avec la politique économique et les droits des travailleurs, etc. Donc c'est ça c'est pour ça qu'on voit cette différence-là. Si on vivait dans un monde où la politique d'immigration était la plus importante, qui sépare les classes populaires des autres classes, alors ok, peut-être qu'on verrait cette différence dans leur Okay. comportement, mais à ce stade, non. And Tara, I'm looking at you. Ok. Sorry, but we are Sarah, je te regarde about to end this parce que video. on va Tara, terminer cette you would like to ask a conférence. question. Do you have a question, Tara, for Noam? Je peux pas. You can, do you want to, no, you don't? Do you want to write a question if you have one? Chat? Il me demande si je vais écrire une question. Non, non, c'est bon. No? Okay, okay, okay. I didn't want to interrupt you. So, we are almost at the end of the Donc, on est bientôt à la fin de in the la room. conversation dans la salle. We have 5 minutes more. Si on a Do we encore feel 5 minutes, and I will est-ce que that we miss on one a question? le sentiment, est-ce que quelqu'un pense Is there qu'on a a question raté you une want to question, ask une dernière question to que vous Noam? vouliez poser à Noam? Preferably, I Est-ce would qu'on a like to raté hear quelque from chose? J'aimerais entendre de last préférence question for now, and quelqu'un qu'on n'a pas entendu, qui n'a pas posé de question we pour can wait l'instant. 30 seconds. Donc on peut attendre We can wait 30 5 secondes. minutes if you have a question Si vous avez une ask question to Noam. à And poser à Noam. Soufiane, you raise your hand. Soufiane, tu as levé la I see your main. hand, Soufiane. Je vois ta main. Attends une seconde, voir si Woman, quelqu'un d'autre, first. une femme, quelqu'un qui n'a pas posé de question, qui veut poser une question. Okay, someone has turned on his mic, but Quelqu'un a allumé son micro, mais on ne voit pas qui c'est. all right.
So there is a remark from Laetitia. I don't know if it's not really a question, but I will read. You can Il y a read une it. remarque de Laetitia, c'est pas une question, mais We could ask the view on qui dit à l'occasion, on pourrait aussi interroger la vision de l'écologie vue par une autre représentation des élus on the view on issus ecology de classes populaires. by. Okay, so if I understand well, Laetitia, it, it is your question is how working classes elected will what view they will have on ecology. Is it correct, Laetitia? Est-ce que Ah, you c'est... can ou c'est- change your Oui, alors ma question, ce serait, est-ce que vous avez déjà travaillé sur le sujet de l'écologie, la représentation de l'écologie par des élus qui seraient issus de classes populaires? Est-ce qu'on a un autre angle que celui que l'on entend le plus couramment? Merci, Laetitia. Your question is very clear. Noam? No, no. The answer is no. Non, la réponse est non. No to the question of whether they Non behave differently. à la We réponse have de si not seen anything ils se comportent différemment. On n'a pas on environmental issues. vu So, ça. Noam, can I add a quick question on top of the J'ajoute question of une Laetitia? question au-dessus de In the cette chat, question de Laetitia. firstly, Dans le I chat, think plutôt, it's Alessio je pense que who c'est Alessio wrote a message on qui a basically écrit un the message way globalement social sur capital la, of the upper classes sur la manière dont le capital the view social des of classes dominantes working classes. influence la If vision du there monde is no et les difference perceptions des classes between populaires. working classes Donc, s'il n'y a pas de officials and différence, non-working classes official on ecology, it is because donc si there is no ground peut-être il n'y a pas de politics différence de comportement called sur policies shaped by entre les classes a populaires person's et view non. on ecology. Alors, si je résume, si j'ai bien compris, est-ce que c'est peut-être parce que la vision, It's hard to la know. manière dont sont présentés les sujets écologiques sont So there's de toute façon mis à l'agenda one is et this cadrés possibility. par The other is les classes they dominantes? simply don't have different Donc, Noam répond, oui, c'est une possibilité sort of preferences et peut-être aussi qu'il n'y a pas environmental d'opinion, de préférence So they spécifique didn't have different sur les preferences questions and environnementales. Donc, not si observe any differences s'ils n'avaient pas de in their behavior. préférence, on verrait aussi And cette même absence de I différence don't de know that I comportement. can tell Donc, the je ne difference peux between pas, those two moi, things right à ce now. stade, faire la I différence en think termes we'd de have to look causalité. Je pense qu'il faudrait, at how these things change over il time. faudrait observer comment ces Difficulty choses changent à with travers all le this temps. research that we've La been trying difficulté to do avec is beaucoup de that, cette recherche as qu'on you essaye heard, de faire, some comme vous of l'avez the entendu, c'est qu'il y a si working peu class people de in personnes de almost classe any populaire qui try to sont compare dans ces postes behavior to have électifs que de toute façon, quand on essaye talking about d'observer small numbers comment ils se comportent par rapport à d'autres, que il y a si long peu period of time en to be termes de nombre que ça, il faut observer sur very une many longue cases. période, sinon il n'y a pas assez de cas pour tirer des conclusions. All right, Noam. Thanks a lot, Noam, for your answers. Merci, You've Noam, tried pour to tes answer all the réponses. questions. Je vais essayer de You répondre. answered all the Tu as questions répondu of the à people, toutes les questions that was des great. personnes et c'était super. We will close On this va session, but before we terminer close the cette session, session, mais avant de I la would like to terminer, thank you, Noam, because je voudrais te if I'm remercier, not Noam. mistaken, this is the first time Si you je ne me interact trompe pas, c'est la with première fois que tu French interagis people avec des in a Français webinar. dans un Yes, webinaire. yes, yes. And you even listened to the Et questions tu as même all in French. écouté des So questions thanks de a gens lot, en Noam, français. for Donc, being merci here. beaucoup, Noam, d'avoir été là. To all the participants, you Merci à tous les participants et have participantes. Vous avez le lien papers in your vous avez le lien vers la I'll recherche send de you Noam this dans votre morning, and I mail, will use boîte your mail. address Je as vous ai tous envoyé un mail send you et more je vais information continuer on à not vous envoyer, je vais vous renvoyer un mail, pas pour vous spammer, hein, pour vous nourrir d'autres recherches de Noam. some words before we end. Et Kevin va dire quelques mots avant qu'on termine. So, Noam, I'm not
Noam, je ne veux pas utiliser une méthode. Je ne veux pas faire le représentant, mais Noam sera en Europe pendant 6 mois. Et donc, on essaiera, on verra si on arrive à organiser une session en physique avec Noam en France dans les 6 prochains mois. Donc, merci. Et Kevin va vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Tofik. Merci beaucoup, Tara. Tu as assuré à perfection cette traduction. Et tu peux traduire à Noam que tu as assuré à perfection cette traduction. Vas-y. Donc vraiment, merci à vous deux pour cette animation et cette traduction. Merci aux personnes qui sont connectées. Je vous propose là, pendant que je conclue, si vous voulez dire un dernier mot dans le chat sur comment est-ce que vous êtes senti pendant ce webinaire. C'était le premier qu'on faisait. Après 1 an et demi de travail de préparation de l'ensemble du projet, on aura l'occasion de vous présenter dans les prochains mois. Si vous voulez dire un dernier mot sur les questions qui restent un petit peu en suspens pour vous, sur la forme, sur le fond, sur les choses auxquelles vous avez envie qu'on réponde. Il y a tout un travail de recherche qui est en cours, quantitatif et qualitatif, sur ces mêmes sujets en France, plus précisément sur comment est-ce que les classes populaires sont évincées du champ politique. C'est une des questions qui a été abordée dans vos questions aujourd'hui. On espère l'année prochaine pouvoir vous présenter les résultats de ce travail de recherche. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous dire ce sur quoi vous avez envie qu'on travaille. On va organiser de futures sessions de ce webinaire également. On l'espère chaque mois avec des chercheurs, chercheuses, militants et militantes. Donc, ce sera aussi l'occasion de répondre à ces questions. Vous allez avoir le lien vers la vidéo de ce webinaire qui a été enregistré, qui vous sera envoyé par mail très bientôt. N'hésitez surtout pas à le diffuser et à faire connaître à la fois ce programme de recherche, action, démocratie et la politique, mais surtout le travail de Noam et cette question qu'on veut poser dans le débat public pendant toute l'année 2024. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de classe populaire dans la vie politique et qu'est-ce que ça changerait s'il y en avait plus? Donc, vous aurez cette vidéo que vous pouvez faire tourner. Vous êtes rentré dans notre base de données mail maintenant et vous allez recevoir des informations régulières, mais pas trop, comme l'a dit Topik. Notamment, vous allez recevoir une information ces prochains jours, une invitation pour celles et ceux qui seraient à Paris le week-end prochain, puisque le dimanche 10 décembre, donc dimanche prochain, après-midi, de 14h à 17h, on organise dans le 19e arrondissement, au Volume Lab, 2 tables rondes en public, en physique cette fois-ci. Une première table ronde qui sera avec nos partenaires européens du réseau Multitude, Brand New Bundestag et Fanta Politica, qui sont des organisations respectivement allemandes et italiennes. On va discuter avec eux de ce qui se passe dans ces pays-là et de comment est-ce qu'ils agissent pour une meilleure représentation des classes populaires, mais pas que aussi, sur les questions de genre, d'âge, de questions ethno-raciales, etc. Et la seconde table ronde, on va s'entretenir avec 4 parlementaires ou ex-parlementaires qui viennent de classes populaires et qui ont eu cette expérience au plus haut niveau électif d'avoir un mandat. Donc, on va discuter avec eux et elles de comment ça s'est passé, en fait, et on verra que les systèmes d'éviction et d'isolement des classes populaires fonctionnent jusqu'au moment où on a des mandats électifs de haut niveau. On a déjà confirmé la présence d'Akli Melouli, récemment élu sénateur sur une liste citoyenne et aujourd'hui apparenté au groupe écologiste. Édouard Martin, ancien syndicaliste à Florange, début des années 2010, qui a mené un gros combat à cette époque-là, devenu europarlementaire apparenté socialiste et qui maintenant travaille dans l'insertion sociale par l'emploi, qui on devrait avoir, on l'espère, Fanta Berete, députée Renaissance, et Rachel Keke, députée France Insoumise et également ancienne syndicaliste à l'hôtel des Batignolles. Dernière chose, vous allez recevoir dans ces mails régulièrement une invitation à nous soutenir très concrètement, financièrement. Il y a un peu plus d'un an, lorsqu'avec Tara et Tofik, on a lancé ce projet, ça a été notre première source de financement, ça a été nos réseaux. On a levé 15 000 € qui nous ont permis de lancer ce projet, d'avoir ensuite le soutien de fondation. Et aujourd'hui, on a un budget qui est encore incomplet pour mener ce travail de recherche jusqu'au bout et tout le travail de mobilisation qu'on va devoir mener. On cherche à recueillir 50 000 € dans les prochains mois. Donc, vos dons sont les bienvenus, mais aussi les dons de vos amis, vos collègues, vos organisations associatives, syndicales, politiques qui aimeraient contribuer à ce beau travail qu'on est en train de faire. Je vous remercie vraiment pour votre présence, vos questions. Merci encore Tofik, Tara et évidemment, bien sûr, merci Noam. On espère te revoir très bientôt et on espère se revoir toutes et tous très bientôt. Merci. And Noam, do you want to say something before we end this discussion? Okay, just a goodbye.
All right. Thanks a lot. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très vite pour un prochain webinaire.